Bonjour à tous. Si la régie peut envoyer voilà, la première diapo. Merci. Merci à tous d'être venus. Nous avons élaboré ce programme en collaboration avec le CITEM, bien sûr, et je représente moi-même le Cluster Lumière à Lyon, une organisation d'éclairage. Mon nom est Marc Fontoinon. J'ai travaillé depuis un certain temps en muséographie sur l'éclairage principalement. Et le sujet qui a été élaboré en collaboration avec le CITEM, qui voulait mettre en avant des sujets d'innovation, si possible, et la recherche du compromis entre une expérience muséale, la plus grande possible, mais la protection des œuvres en même temps, semble être un sujet qui permettait de rassembler un petit peu un ensemble d'expériences, d'informations. Et pour ceci, eh bien, on a rassemblé un certain nombre d'intervenants. En matière d'éclairage, 2 intervenants sur la partie à la fois d'un côté technique, au côté d'ERCO, avec Hubert Piel à ma droite, et Laurent Escave pour Ingélux, ici, qui nous vient de Lyon, du bureau d'études d'éclairage Ingélux, très impliqué dans les musées. Sur le plan des cahiers des charges, des besoins, des connaissances, des tableaux, nous avons la chance d'avoir Claire Bergeau, ici, cofondatrice et dirigeante de Cartel Collection, qui est aussi la garantie qu'on ne détériore pas ses œuvres quand on les éclaire. Elle nous fera part de la situation actuelle et de ses stratégies à développer. Nous avons la chance d'avoir Viviana Gobato, à ma gauche, ici, qui est doctorante chargée d'enseignement à l'Université Sorbonne Nouvelle, qui travaille sur l'expérience muséale. Et elle nous fera part de ses recherches en cours, bien sûr, et de ses résultats. Et moi-même, je terminerai, car nous avons élaboré dans un laboratoire de recherche à Lyon, dans la Cité de la Lumière, la nouvelle Cité de la Lumière, sur la mise en valeur des tableaux et des choses que peut-être on pourrait discuter ensemble à la sortie. Alors, sur matière de l'ordre, on n'a pas forcément l'ordre que j'ai reçu et qui était sur ce que vous avez reçu ou ce qui apparaît à l'écran. Alors, ce qu'on a convenu, c'est juste maintenant, c'était... Eh bien voilà, ça me plaît tout à fait parce qu'on part du besoin des œuvres, la protection des œuvres, ça me paraît logique avant de les éclairer, savoir qu'est-ce qu'on éclaire. Claire Bergeau, je vous laisse prendre le micro. Vous pouvez rester assise, être debout comme vous voulez. J'ai une télécommande, comme vous vous sentez. Il y a un bouton micro là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, là, pour le moment, je vais rester assise. Si je pouvais avoir la première diapositive. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc comment est-ce que c'est vous qui les changez? Vous les... Ah oui, c'est moi qui fais ça, d'accord. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Donc, je commence effectivement du point de vue de la personne qui a en charge les collections, de vous parler de comment concilier lumière et conservation dans un projet d'exposition, soit à long terme, soit à court terme, dans une exposition donc temporaire ou dans un musée. Tout le monde, je vais commencer par une vérité de la palisse. Sans lumière, on ne voit pas les œuvres. Donc la difficulté, c'est de trouver un juste niveau d'éclairage qui permette à la fois de préserver les collections qui sont sensibles aux effets de la lumière, tout en même temps en permettant qu'on puisse admirer les détails, s'approcher des œuvres sans trop s'approcher des œuvres, voir les détails des œuvres, tout en gardant également un confort de visite. Mais je pense que chacun parlera de toutes ces questions qui évidemment me tiennent à cœur, mais dont je ne suis pas spécialiste. Je vais commencer en priorité en rappelant les effets de la lumière sur les collections. Alors, tout ça est assez rapidement dit, mais on peut schématiser les choses en disant qu'il y a
3 types d'effets qui sont liés à la lumière. Le premier, c'est effectivement le pâlissement des matières colorantes. Vous avez à gauche un exemple d'une photographie qui a été exposée partiellement à la lumière pendant 10 ans et dont on voit effectivement la décoloration. Le deuxième effet, c'est lié au rayonnement UV, dont on va voir que, évidemment, c'est aussi de la lumière, mais c'est un rayonnement qui est beaucoup plus puissant que les autres rayonnements de la lumière visible. Le jaunissement, les UV produisent un jaunissement et une désintégration des matières organiques. On le voit là sur cet exemple de dentelle qui est pas fraîche, voilà. Et le troisième effet, dont on parle moins et qui est plus rare, si la scénographie est bien faite, c'est l'effet des ordres mécaniques qui sont consécutifs d'un échauffement des surfaces par le soleil, si jamais des rayons lumineux de soleil venaient lécher les surfaces des œuvres. Évidemment, on va revenir sur ces questions de sensibilité des collections et quelles sont les collections qui sont les plus sensibles. Mais je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On sait que sont très sensibles les colorants, les encres, les aquarelles, les photographies, textiles, etc. Alors, comment est-ce que la lumière agit? Là encore, je vais être très schématique. Excusez-moi, mais comme j'ai 10 minutes et je voulais être très synthétique et aborder toutes les questions. C'est la dégradation des collections se fait par une action photochimique qui est liée à l'énergie des photons qui est transmise par la lumière. Cette action photochimique, elle est cumulative. C'est-à-dire que l'effet de la lumière est cumulatif sur les collections. En gros, ça veut dire que ce n'est pas réversible. Un tissu qui se décolore, il reste décoloré, contrairement à certaines opérations, certaines dégradations des œuvres sur lesquelles on peut réintervenir. Les dégradations de la lumière, on ne peut pas. Donc, on va aborder plus loin cette question de notion de dose reçue et d'action cumulative. Retenez ça, parce que ça, c'est vraiment important, puisque en fait, on va rapporter à cette notion de dose reçue une quantité donc, de lumière qui sera déterminée en lux-heure par an, donc qui est liée au temps d'exposition. Je ne peux pas parler d'action photochimique de la lumière sans évoquer les autres composants de la dégradation chimique, parce qu'évidemment, l'environnement global dans lequel est situé l'objet peut amplifier cette action de la lumière, et notamment les processus de dégradation chimique qui peuvent être amplifiés par un environnement trop humide ou au contraire un environnement très acide. Si vous vous souvenez de cette photo de la dentelle qui est précédente, ce n'est pas lié uniquement à la lumière, c'est aussi lié à un environnement acide. Elle était posée dans une vitrine qui était très acide. Alors, comment est-ce qu'on classifie? La première chose à faire, c'est classifier les collections selon une échelle, des catégories, une catégorisation donc de collections qui sont de non sensibles à hautement sensibles. Cette classification, elle s'appuie sur, en gros, au départ, sur l'échelle de la laine bleue, qui est une échelle. Je laisserai mes collaborateurs, les autres intervenants vous expliquer plus précisément ce que c'est et comment elle est substituée aujourd'hui par une échelle qui est plus sophistiquée avec tout ce qui est spectral, en fait, analyse spectrale des matériaux. J'insiste sur cette question de catégorisation parce que c'est effectivement, quand on lit la description, on se rend compte que non sensible, bon, c'est des matériaux qui sont inertes vis-à-vis de la lumière, c'est assez facile. On sait que c'est la pierre, le métal, etc. Mais quand on commence à rentrer à faible intensité,
sensibilité moyenne, haute sensibilité, on voit que ça commence à être un petit peu difficile et vous allez voir que ça a des conséquences en termes justement d'exposition et de dose acceptable pour la présentation des collections. Alors j'insiste sur l'importance de connaître les objets qu'on veut présenter, et ça c'est vraiment le b.a.-ba et c'est ce qui manque très souvent, c'est cette connaissance scientifique et historique de l'œuvre, de quoi elle est constituée, comment elle a été faite, c'est-à-dire la technologie et les matériaux. Pour exemple, je donne en dessous 3 arts graphiques. Les 2 premiers qui sont de Léonard de Vinci. Le premier, c'est un lavis, donc de l'encre, qui va être évidemment extrêmement sensible à la lumière. Le deuxième, c'est une pierre noire, qui n'est absolument pas sensible à la lumière, puisqu'il s'agit de carbone, de charbon. Et le troisième, qui est un collage de Picasso, avec un papier journal extrêmement sensible à la lumière. J'agrandis un peu la typologie des collections sur les colorants eux-mêmes, les colorants qui sont utilisés aussi dans la fabrication de certains pigments. Ici, il y a la cochenille, on voit, je ne sais pas si vous voyez, moi je vois très mal, mais la couleur violette liée à la cochenille qui évidemment pâlit. On va avoir les mêmes effets avec tout ce qui est d'origine, les pigments d'origine végétale comme la garance. Hein. Tous ces pigments, évidemment, qui apparaissent dans la peinture et qui peuvent troubler en fait la catégorisation qu'on va avoir sur une peinture qui théoriquement devrait être moyennement sensible. Je ne vais pas aborder la question, mais je l'évoque, la question des photographies, puisque là, la question de la technique est extrêmement importante. Comme exemple, je donne deux exemples extrêmement à l'opposé. Une photographie en couleur avec tout ce que ça comporte de fragilité dans certains cas, dans certaines technologies. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans ces questions, mais je vous invite vraiment, si vous avez une collection de photographies, à vous intéresser aux techniques. Ici, on voit très bien que il ne reste plus que du magenta sur cette photographie et un daguerréotype qui, évidemment, n'a absolument aucune sensibilité à la lumière et qu'à tort, on pourrait vouloir protéger. Alors, les stratégies, je vais aller rapidement là-dessus, sur cette question, les stratégies de préservation. Si je reviens sur ce que j'ai dit, la première chose à faire, et c'est la plus simple, c'est finalement de supprimer les longueurs d'onde qui sont très dégradantes, comme les ultraviolets. Je vous laisserai aborder cette question technique par la suite, et les infrarouges, puisqu'ils réchauffent. Alors, ça peut se faire au niveau, en général, ça se fait au niveau du bâtiment, mais ça peut aussi se faire au niveau de la scénographie, soit des vitrines, soit des cadres. Et la deuxième stratégie consiste essentiellement à ralentir le pâlissement. Donc, en conséquence de cette classification qu'on a vue tout à l'heure et que vous retrouvez à droite en anglais, le Comité international de la lumière a donné des recommandations de doses appliquées à une quantité de jours annuels. Et vous les voyez ici, pour basse sensibilité, on peut éclairer à 200 lux et on pourra le faire pendant 600 000 lux-heures par an. Et plus on va vers des sensibilités fortes, plus évidemment cette durée se réduit. Alors, le principe est effectivement réciproque, c'est un principe de réciprocité. Si vous voulez allonger la durée, il faut réduire l'intensité. Alors, on verra dans certains cas comment cette idée de pouvoir réduire l'intensité pour allonger le temps, évidemment, va à contrario de la visibilité des collections, et on verra un exemple tout à l'heure. La deuxième stratégie pour ralentir le pâlissement, c'est
de réduire évidemment le temps d'exposition en faisant une rotation des œuvres. Donc ça, je crois que tous les chargés de collection connaissent cette question qui est de faire tourner les collections sensibles de sa collection de manière à ce qu'elles ne dépassent pas la durée qui est prévue, tout en sachant que quand on calcule la durée, il faut aussi calculer les heures d'éclairement. Donc c'est un petit sujet souvent un peu compliqué, parce que c'est pas, on doit intégrer les heures ou de ménage, tout ça. Enfin, tout ça est un petit peu complexe, n'est pas très sûr, et on a des moyens quand même de vérifier, d'enregistrer si nécessaire ce qu'on est en train de faire. La troisième notion qui est extrêmement intéressante et importante de nos jours, parce qu'elle introduit la notion de risque et la notion de compréhension du risque, c'est la notion de palissement acceptable. C'est-à-dire que et là, un outil est très très utile pour cette notion de dose de palissement acceptable. C'est ce qu'on appelle en anglais le microfading, en français donc le microdécolorimètre, qui va envoyer sur un point précis une quantité de lumière précise sans UV, et avec des algorithmes va déterminer, puisqu'il va enregistrer en même temps la décoloration de ce point qui est microscopique, il va déterminer en combien de lux heures le palissement va se faire. Donc un chargé de collection peut travailler au niveau de sa collection pour savoir si tel objet, telle photographie par exemple, tel dessin, telle aquarelle, bon, en gros on en a pour combien de temps encore à être coloré, et éventuellement choisir un des objets qui serait le plus résistant, si je puis dire, à la lumière par rapport à un autre qui l'est moins. Donc cet outil, il est utilisé par des institutions. Aujourd'hui, j'avais demandé à Eleonore Kissel, qui s'occupe de la conservation préventive au Quai Branly, qui l'utilise très régulièrement, de venir présenter ça, mais malheureusement, elle ne pouvait pas aujourd'hui. Donc, vous n'aurez que l'évocation de cette technologie, mais il faut savoir qu'elle existe. Alors, avec tout ça, on va parler donc de cette ambiance lumineuse sur laquelle un conservateur ou un restaurateur va demander qu'on ne dépasse pas, par exemple, 50 lux pendant X. Et c'est une contrainte donc, pour les scénographes, on le sait bien, pour les concepteurs lumière, on le sait bien. Alors, je vais vous parler maintenant d'un cas que j'ai trouvé, à laquelle j'ai été confrontée, et qui montre combien c'est délicat et combien il faut anticiper toutes ces questions. C'est parce que autant c'est facile, et là vous avez des images du Louvre à Abu Dhabi. Le premier, c'est la collection permanente, je crois, et le deuxième, c'était une exposition temporaire. Et on est dans un environnement qui est régulier. Enfin, il y a une ambiance colorée. Je laisserai là encore Laurent en parler, puisque je crois qu'il a participé à tout ça. Ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est l'exposition « Les clés d'une passion » à laquelle j'ai été confrontée. Donc, le tableau de Munch, un des tableaux de Munch, je dois dire, parce qu'il y en a plusieurs, qui appartient au musée Munch, a été prêté, et on a découvert au moment de son arrivée que la condition de prêt était de l'exposer à 30 lux. Or, la scénographie était de l'exposer au milieu d'une salle de peinture que vous voyez, là, de Schaerbeek notamment, qui était peinte en blanc. Bon, inutile de vous dire que exposé à 30 lux au milieu de cette ambiance, ce tableau de Munch était absolument impossible. Personne n'y voyait rien, etc. Donc il y a eu des tas de trafic au niveau de la scénographie. Moi-même, je suis intervenue auprès du musée pour qu'on remonte en fait les lux et qu'ils diminuent la quantité annuelle. En fait, ça a été la négociation s'est faite là-dessus. Alors, pourquoi ils voulaient 30 lux? C'est la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire on réduit de manière à pouvoir le voir plus longtemps.
ça fait partie des œuvres majeures que tout le monde a envie de voir. Et de dire au public, bah non, vous êtes venu le voir, mais il est en réserve parce qu'on le repose, c'est très, très compliqué pour les musées. C'est aussi une source de revenus, il faut le dire, quand ils sont prêtés. Donc voilà, la chose à ne pas faire, c'est si effectivement il devait être présenté à 30 Lux, il fallait le mettre plutôt dans un environnement à gauche où on est à 50 Lux de manière générale. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est les stratégies, parce que là encore, moi, j'ai été confrontée à ces questions et je trouve que c'est très intéressant. Quand j'ai commencé mon métier, on faisait des cabinets d'art graphique dans des zones très sombres, sans lumière naturelle. Et évidemment, beaucoup d'abord de scénographes, de directeurs de musées, enfin, veulent, et je le comprends très bien, que le bâtiment donne à voir de l'extérieur et que ça ne gêne pas pour autant la présentation des collections. Donc, en amont, il y a une chose qui est relativement, je ne vais pas dire simple à faire parce qu'elle est quand même complexe, mais qui est faisable dans la définition des espaces de présentation des œuvres. C'est de faire modéliser en fait et cartographier les espaces où on veut exposer des collections avec de la lumière naturelle, apporter des zones de filtre nécessaires pour que les conditions soient les bonnes à l'intérieur de la salle. Et c'est donc extrêmement utile. Alors, je vais terminer par cet exemple, justement, sur lequel Laurent, qui est à ma droite et qui va pouvoir vous expliquer aussi cette démarche, c'est le cabinet d'art graphique du musée Condé, donc dans le domaine de Chantilly. Donc, une collection absolument magnifique d'art graphique qu'on ne prête pas, hein, puisque c'est aussi dans les termes de la propriété du musée. Un château extraordinaire avec un jardin magnifique qu'on avait envie de découvrir en regardant ce cabinet d'art graphique. Donc voilà, si je reviens en arrière, Laurent a fait une modélisation. Je te laisserai expliquer tout ça, Laurent, bien sûr. Et on en est arrivé à une présentation qui est très, très conforme aux besoins de lumière, tout en offrant, grâce à des filtres partiellement occultants, en offrant la vue sur les jardins. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dû tenir mes 10 minutes. Merci. Un, deux, oui. Vous décrivez un monde idéal hein, dans lequel on est. Je pense que vous êtes en première ligne pour vous rendre compte qu'entre les exigences et ce qu'il faudrait faire et ce que l'on fait, il y a une petite différence quand même hein, sur. Et donc vous êtes la 40. Moi j'avais une question sur les pigments. Un tableau, c'est je ne sais combien de pigments. Et si un seul pigment, et ça arrive qu'un seul pigment soit particulièrement fragile par rapport aux autres. Donc en fait, il faut le. Absolument. C'est ce pigment qui va. Absolument. En général, il n'est pas utilisé sur un point, il est utilisé sur une zone colorée, malheureusement. Et si on ne le sait pas, si on considère que la peinture fait partie des 200 lux, 150 000 lux heures par an à 200 lux, on l'abîme en fait. Voilà. Et donc, c'est très important de connaître les constituants. C'était le cas du Munch. Ils avaient fait des analyses scientifiques. Ils s'étaient rendus compte qu'il y avait des zones qui pâlissaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ont fait des études en infrarouge et en spectroscopie pour savoir quels étaient les pigments. Et voilà. Oui, je pense que la notion de pâlissement, j'ai beaucoup aimé de acceptable, parce que le terme acceptable, c'est vous, si vous êtes conservateur, c'est tout le sujet. C'est de définir qu'est-ce qui est acceptable. Et est-ce qu'il y a une acceptabilité générale ? Est-ce qu'il y a une espèce de consensus entre les conservateurs pour dire on sait qu'exposer une œuvre, c'est prendre un certain risque de dégradation, et donc on accepte une certaine. Il y a une norme là-dessus sur non, il n'y a pas de norme sur l'acceptabilité. Il y a une balance qui se fait entre le désir de montrer ou de ne pas montrer.
On peut faire des facsimilés, c'est plus facile dans les dessins que sur les peintures, bien évidemment, ou dans les photos. Mais c'est simple, hein. La solution, c'est est-ce qu'on veut le montrer ou est-ce que... et à terme, il va durer... Alors, la durée, je vous rassure, hein, ça peut être 15 ans pour certains colorants sur des feutres, par exemple, c'est très rapide. Mais pour la plupart des colorants, on est sur 100 ans, 150 ans... Et on peut rallonger comme ça. En fait, on rallonge le temps. On aide à rallonger. Et on peut mettre des vernis dans certains cas. Ah, bah, non, oui, les vernis, non. Enfin, c'est pas terrible, les vernis. Non. C'est vraiment au niveau du bâtiment ou au niveau de la scénographie qu'on peut intervenir. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques particulières dans la salle? Je pense que c'était extrêmement clair. En tout cas, Claire Bergeau, merci. Et on pourrait débattre après. Dans l'ordre, est-ce qu'on va faire un... Je ne sais plus, parce qu'il y avait un premier ordre qui était modifié. Est-ce qu'il y a eu un accord juste avant? On a les contraintes. Moi, je me demande si on ne ferait pas tout de suite les opportunités. Et après, je sais que Laurent, tu es dans le compromis. Parce que tu fais... Donc, moi, j'aurais presque envie de passer la parole à Viviana, parce qu'elle va avoir un angle complètement perpendiculaire, on va dire, quelque part, parce qu'elle va plutôt parler de l'expérience client. Et à ce niveau, Viviana donc, vient de Sorbonne Nouvelle, hein, c'est ça, vous êtes doctorante, si j'ai bien compris. Et vos recherches portent sur l'histoire de l'éclairage muséographique et sur l'éclairage en tant que vecteur de médiation au musée. Hein. Et vous êtes également commissaire des rencontres muséaux organisées par Métis, association de muséologie. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci aux organisateurs et organisatrices du CITEM et des focales et des classes sur lumière pour cette invitation. Donc effectivement, comme cela a pu être introduit, je travaille sur l'éclairage muséographique depuis plusieurs points de vue, l'histoire de l'éclairage muséographique, le processus de création de lighting designer aujourd'hui, la réception de la part des responsables de musées, donc j'ai surtout une étude européenne, mais aujourd'hui ce qui était peut-être intéressant, c'est l'expérience du visiteur et l'influence que l'éclairage, et notamment l'éclairage dynamique, peut avoir dans la construction d'essence des visiteurs. Donc je pars effectivement de cette question pour vous présenter quelques résultats des deux enquêtes, c'est-à-dire est-ce que l'éclairage muséographique peut influencer la construction d'essence des visiteurs, et si oui, comment? Donc pour répondre à cette question, alors on est ici plutôt dans le volet un peu plus scientifique, qu'on quittera rapidement, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même important d'évoquer un volet épistémologique, c'est-à-dire où on va s'inscrire lorsqu'on souhaite étudier l'expérience du visiteur et la construction d'essence en lien avec l'éclairage, puisqu'il s'agit d'évaluer quelque chose qui apporte une expérience de l'ordre du sensible et surtout de l'ordre du sensoriel. Pour ce faire, donc, j'ai adopté un programme de recherche qui se développe dans les musées depuis les années 2010 et qui a été apporté par Daniel Schmitt depuis les travaux de Jacques Thoreau, en s'inscrivant dans les neurosciences et dans l'inaction, plus particulièrement la construction de sens appelée cognition incarnée, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à comment l'individu va évoluer dans un environnement en ayant conscience que ce sont finalement des allers-retours permanents qui vont permettre à l'individu de construire le sens de sa réalité. Et en même temps, les expériences présentes, certes, mais aussi passées, qui vont donc influencer la construction des sens finales. Donc pour ce faire, on va s'intéresser, avec ce programme de recherche Remind, à identifier 6 points. Alors le premier, ce sont les représentamènes, c'est-à-dire ce que les visiteurs prennent en compte durant leur visite. Donc il s'agit d'un programme général qui peut être appliqué pour n'importe quel type de représentamène, une œuvre, un cartel ou l'éclairage ou autre, voire effectivement l'entièreté de la visite, de l'expérience du visiteur.
Et en lien avec ce représentamen, on va s'intéresser à plusieurs autres éléments qui sont notamment les attentes. Les attentes que ce visiteur peut avoir en lien avec ce représentamen, l'engagement, la nature de sa relation avec ce représentamen, le référentiel, les connaissances mobilisées à l'instant T pour comprendre ce dont il s'agit, l'interprétant, c'est-à-dire la résultante, la construction de sens final, mais aussi la balance, puisqu'il s'agit d'une expérience, encore une fois, qui est conçue d'un point de vue de la cognition incarnée, donc pas uniquement le raisonnement, mais aussi les sensations, les émotions et les images mnémoniques que le visiteur peut ressentir. Donc on va également s'intéresser à la balance émotionnelle. De manière très pratique, comment est-ce que là se passe? Eh bien, on va équiper les visiteurs à l'entrée d'une salle d'exposition ou d'un musée. Ce sont des visiteurs qui sont recrutés sur place, disons, qui ne connaissent pas l'objet d'étude des chercheurs et qui acceptent de prendre part à une expérience sur la perception visuelle. Donc, pour nous et pour moi, surtout, qui travaille sur l'éclairage, était très important de ne pas induire ou orienter l'attention des visiteurs vers un élément spécifique comme la lumière. Donc, on va les équiper d'une paire de lunettes qui ressemblent un petit peu à celle-ci. Ce sont des lunettes avec une caméra embarquée. C'est-à-dire, c'est une caméra qui va permettre d'enregistrer le champ de vision du visiteur. En plus, ce sont des lunettes qui permettent d'enregistrer le point de focalisation du regard. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que le chercheur peut finalement être absent durant l'expérience de visite. C'est ce qu'on cherche, c'est à reproduire finalement une donnée qualitative qui permette de rentrer dans une expérience autonome, dite de nature naturelle, de visite naturelle, du visiteur. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs types d'enquêtes dans le musée de la muséologie pour évaluer l'expérience de visiteur. Mais donc voilà, grâce à cette technologie, on peut finalement s'exclure en tant que chercheur et laisser le visiteur visiter l'espace. Par expérience, on se rend compte que les visiteurs oublient soit automatiquement le port des lunettes, soit après 3-4 minutes, donc ils rentrent directement dans leur expérience. On laisse le visiteur se déployer, voilà, visiter l'espace pendant 5, 10, 15 minutes, cela dépend. Et ensuite, on demande au visiteur, il peut être accompagné ou pas, hein, cela dépend vraiment de son intention de visite première. Pourquoi elle était au musée, avec qui, etc. Et ensuite, donc, on l'accompagne dans une pièce, on lui montre sa perspective subjective de visite et on va lui demander de décrire, raconter, commenter son expérience. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'entretien semi-directif, d'entretien qui répond à une grille, mais on veut faire revivre l'expérience par une remémoration stimulée à travers cette vidéo subjective. Le point de focalisation du regard, encore une fois, ce point rouge qui apparaît sur l'écran, va permettre aux chercheurs de, disons, savoir où le visiteur pose le regard à l'instant T. Donc on va vraiment faire verbaliser toute l'expérience. On ne va pas orienter le visiteur sur un point précis, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui parler d'éclairage. Encore une fois, on dévoile le sujet de l'enquête juste à la fin, peut-être pour avoir quelques verbalisations complémentaires, mais voilà, on essaie vraiment d'avoir la restitution de la visite la plus complète possible. Et aussi, vous pouvez le voir en bas, il y a des échelles de plaisir, voire des échelles de positionnement émotionnel pour faire en sorte que le visiteur, par exemple, si c'est relié à un instant T à une partie de la peinture qui est éclairée par un éclairage, ben on va essayer de faire comprendre, de comprendre comment il se relie. Est-ce qu'il est content, pas content, qu'est-ce que cela peut le faire ressentir et autres. Le visiteur peut aussi se positionner automatiquement durant la visite sur ces échelles pour effectivement, disons, avoir un vocabulaire émotionnel qui peut-être n'est pas automatique quand on est surtout en entretien avec des chercheurs. Donc on va ensuite, pour le dernier volet scientifique, on va ensuite analyser ces données avec un logiciel qui s'appelle Adven. Adven permet donc d'avoir, comme vous pouvez le voir, à gauche, la vidéo subjective du visiteur qui est couplée avec le son de l'entretien. On va retranscrire cela et on va le synchroniser pour avoir finalement une vidéo qui est sous-titrée. On aura finalement, disons, toute la visite du visiteur et en même temps la verbalisation de la part du visiteur grâce au chercheur. On est toujours deux quand on réalise ce type d'enquête parce qu'on veut faire en sorte justement qu'il y ait un positionnement et
faire en sorte que d'un point de vue scientifique et déontologique, en fait, on n'induit pas le visiteur, on ne soit pas émotionnellement, par exemple, en tant que chercheur, heureux si le visiteur commence à parler d'éclairage à un certain moment, pour que le visiteur ne comprenne pas de qu'est-ce qu'on cherche. Et enfin, on va analyser tout cela depuis les points de vue dont je vous ai parlé tout à l'heure, les représentaments, les attentes, etc. En ce qui me concerne, je me concentre surtout sur les représentaments en lien avec l'éclairage. Donc la lumière, l'ombre, l'assombrissement, etc. Quelques résultats. Alors, je vais vous présenter deux résultats, les résultats des deux études, l'une réalisée en 2019 à la Grande Galerie de l'Évolution avec l'équipe des chercheurs Virginie Blondeau, Marine Thébault et Daniel Schmitz et moi-même. Donc cette enquête a eu lieu sur l'éclairage, le scénario de lumière qui a été conçu par André Dieu dans les années 90 et remis en état par Stéphanie Daniel, ici présente, dans les années 2010. Donc c'est un scénario que pendant 1h15 va reproduire un cycle nictéméral, juste pour que vous compreniez si vous ne connaissez pas ce projet. Un cycle nictéméral donc, qui va simuler des états de la lumière du matin au soir. Et en plus, donc c'est dynamique pendant 1h15 en boucle. Et en plus, il y a des éclairages focalisés fixes qui vont simuler qui vont rappeler finalement les couleurs des environnements de provenance de spécimens. Il y a aussi un éclairage architectural, etc. Mais c'était vraiment cette partie qui nous intéressait. C'est-à-dire répondre à la question comment est-ce que cet éclairage va influencer l'expérience du visiteur d'une part et la construction de sens de la réalité qu'il expérimente. Premièrement, on va se rendre compte que cet éclairage va produire des séquences de bien-être. Certains visiteurs utilisent le mot bulle. Je porte un exemple, une visiteuse qui sortait d'une visite médicale, qui se disait très, très stressée, et dès qu'elle rentre dans cette galerie, du fait de cette atmosphère, du fait de la lumière tamisée, des contrastes d'ombre et des lumières et des couleurs, elle dit ressentir un tel bien-être qu'elle oublie finalement le stress qu'elle vivait. D'autres visiteurs parlent vraiment d'une bulle qui les coupe de l'environnement extérieur. Tous les verbatims, vous pourrez, si cela vous intéresse, voir des articles, lire des articles qu'on a publiés. Je vous mettrai la bibliographie à la fin, donc là je vous fais vraiment quelques petits résumés. Donc on va se rendre compte que cette atmosphère, d'une part aussi est reconnue comme une atmosphère identitaire du lieu, c'est très intéressant, puisque au-delà finalement de la collection, c'est tous ces scénarios de lumière qui intervient vraiment dans l'expérience, dans ce qui est pris en compte par le visiteur. Et aussi, cela va en citer des images mémorielles, des images esthétiques aussi, chez les visiteurs. Donc voilà, c'est perçu très positivement de façon générale. Ensuite, on appelait ça une visite en Technicolor, parce que je vous parlais des couleurs tout à l'heure. On va se rendre compte que ces couleurs vont intervenir pour les visiteurs d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il va se relier à ces couleurs, certes pour décontextualiser ou contextualiser les spécimens qui sont exposés, mais aussi pour créer finalement une carte conceptuelle de l'exposition. Lorsqu'ils vont parler d'une expérience à l'instant T-1 par exemple, ils vont faire référence aux couleurs par rapport à l'expérience à l'instant T d'une autre couleur. Donc c'est aussi intéressant de voir comment le visiteur utilise ces couleurs et cette lumière comme repère dans l'espace. Mais aussi, encore une fois, cela va stimuler des souvenirs, des sensations, et donc cela va favoriser une cognition incarnée qui passe par une expérience incorporée, ressentie grâce à la lumière. Je porte un exemple, un visiteur parle du bleu en disant, je cite, « le bleu rafraîchissant comme le bleu qu'on pourrait trouver dans le chewing-gum ». L'intrigue. Il y a une séquence de visite qui est très particulière, qui dure environ 2-3 minutes, qui est celle de l'orage. Alors, à la Grande Galerie, c'est un spectacle son et lumière. Effectivement, l'apport du son n'a pas été véritablement étudié, sauf peut-être dans cette séquence, parce que le son, à un certain moment, donc il y a une simulation de l'orage, le visiteur regarde vers le haut, le son permet finalement de guider l'attention du visiteur, et c'est à partir de là qu'il
qui va vivre la séquence en lien avec cette tempête, cet orage, avec des couleurs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que on a remarqué que ce phénomène est un phénomène catalyseur d'autres expériences. C'est-à-dire que d'une part, le visiteur se retourne vers un tiers pour stabiliser la réalité qu'il est en train de vivre à l'instant T. C'est-à-dire qu'il veut comprendre d'une part si c'est un vrai orage ou pas. Il n'arrive pas forcément à comprendre qu'à premier abord, c'est un orage artificiel. Et d'autre part, ça permet aussi de verbaliser des expériences passées. Par exemple, le visiteur se raconte entre eux les expériences d'orage quand ils étaient enfants, ils s'y sentaient en sécurité, etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir comme finalement un dispositif de scénographie peut devenir une partie du musée, de la collection en part entière, grâce à la lumière. Enfin, voir dans le noir. Oh, je viens de m'apercevoir qu'il y a certains titres qui ne sont pas forcément coupés bien avec le texte, c'est pas grave. Mais en tout cas, voir dans le noir est positif ou négatif en fonction des nuances du sombre dans l'espace. C'est-à-dire que si l'assombrissement est perçu de façon positive, comme par exemple l'ambiance, eh bien cela va créer des états, encore une fois, contemplatifs, esthétiques, et ça va permettre de ralentir l'expérience des visites. Alors que si l'éclairage n'est pas suffisamment pour des questions de conservation préventive ou autres, que les visiteurs, dont les visiteurs ont par ailleurs conscience. Parfois, ils disent, je sais qu'il y a par exemple des papillons, donc il y a très peu de lumière. Ils le savent, pourquoi. Pourtant, ils sont quand même détournés. Et volontairement, ils se disent que ce sont des environnements qui n'ont pas finalement d'intérêt parce que c'est comme si finalement on peut les musées les cacher de façon implicite, bien sûr. Et donc, ils vont se détourner vers des lieux beaucoup plus éclairés. Donc, c'est intéressant aussi cet élément à prendre en compte parce que donc on assiste à une accélération ou un ralentissement de la visite en fonction de l'éclairage. Et d'autres rapports que vous avez peut-être lus. La deuxième enquête était une enquête expérimentale. J'ai conçu un éclérage dynamique expérimental pour la félétricité l'année dernière, en partenariat avec Zumtobel, qui a vraiment permis d'installer ces éclairages, de m'aider aussi pour ce qui était du synopsis de lumière, et aussi grâce à Jean-Jacques Esrati qui était associé au projet. Et d'autres chercheurs, encore une fois Daniel Schmitt et Marine Thébault, qui sont très fidèles sur ces enquêtes au niveau de l'éclairage. Parce que l'idée, cette fois-ci, était de réaliser un scénario de lumière pour une œuvre finalement naturellement immersive, La félétricité de Raoul Dufy. Et d'aller accentuer. Donc aujourd'hui, c'est une œuvre qui est éclairée en lèche-mur, disons de façon homogène jusqu'à 7-8 mètres. Il y a les derniers 2 mètres qui pour l'instant sont moins éclairés. Donc l'idée était d'aller éclairer en accentuation certaines scènes dans la partie supérieure qui étaient moins visibles, avec l'idée de reproduire un scénario qui était le scénario, vous pouvez le retrouver, c'est la visite guidée contée de Claire Bartoli qui a été réalisée par le musée d'art moderne de Paris, qui se situe, vous pouvez la trouver sur le site. Donc l'idée était de finalement représenter en lumière cette visite contée avec un sens particulier. Encore une fois, on a des apports qu'on a pu observer en lien avec la lumière. Je rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas d'apports qui ont été guidés par les chercheurs, qui ont été évoqués spontanément par les visiteurs, puisque les visiteurs ont su qu'est-ce qu'on cherchait à la fin de l'enquête. Donc d'abord, construction de séquences narratives. On se rend compte que ces points de focalisation sont reliés par les visiteurs. J'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un scénario dynamique, donc avec des scènes en succession de droite à gauche. Donc, qui en sens, c'est le sens de la frise historique qui présente l'histoire de l'électricité. Donc, les visiteurs font du lien entre ces scènes qui sont éclairées l'une après l'autre pour davantage se relier à l'œuvre et, disons, décoder l'histoire de l'œuvre, parce que pas tous les visiteurs connaissent l'œuvre ou lisent les cartels ou les textes. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a aussi cet apport qui est intéressant. Ou alors, les visiteurs se relient à certaines scènes particulières où il y a plusieurs points de lumière, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas tout le scénario, mais ils vont suivre seulement une partie et se relier davantage à cette partie qui est éclairée à l'instant T. Il s'agit de séquences qui sont verbalisées par les visiteurs.
Ensuite, on va se rendre compte que, comme à la Grande Galerie, cet éclairage permet de stimuler des états d'étude attentive et d'états de contemplation, c'est-à-dire des états esthétiques finalement. Le visiteur se relie davantage à ces zones éclairées et à partir de là, il observe les couleurs. Donc on a une fonction ostensive de la lumière qui émerge, observe les couleurs, les formes, les traits, etc. Et peut aussi se relier vraiment sensoriellement, émotionnellement à ces parties éclairées. Donc c'est tout à fait aussi intéressant. Ce sont les parties, encore une fois, verbalisées par les visiteurs en lien avec la lumière. Et par ailleurs, donc, on retrouve aussi un ralentissement de la visite. Sur les parties éclairées, on retrouve aussi une recherche d'interaction, comme à la Grande Galerie de l'Évolution. Les visiteurs essaient de comprendre pourquoi il y a ce dispositif, à quoi cela mène, quelles ont été les raisons. Donc il y a une interaction entre les visiteurs qui est intéressante, pas forcément pour un lien avec ce dispositif qui est expérimental et qui a duré une semaine. Donc c'était pas forcément un dispositif pensé avec des équipes scientifiques, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le potentiel qui effectivement peut être déployé par la suite par d'autres dispositifs plus développés par des concepteurs lumière et autres. Oui, j'ai effectivement presque fini sur cette fonction qui me paraît tout à fait intéressante, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je vous ai présenté des éléments qui sont en lien avec des séquences verbalisées de manière explicite en lien avec la lumière. Mais on se rend compte que cet éclairage va aussi influencer des séquences implicites, c'est-à-dire qu'à l'instant T, le visiteur s'est relié à l'œuvre de façon esthétique, cognitive, voilà tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais il ne va pas verbaliser la lumière. Pourtant, cette lumière est éclairée à l'instant T, et nous, on peut le voir à travers cette vidéo qui est éclairée. Par exemple, si il y a une maison qui est éclairée à l'instant T, le visiteur va la voir, va se relier, mais il ne va pas dire qu'il y a la lumière à l'instant T. Donc c'est intéressant, c'est ce qu'on appelait pour l'instant, on appelle une fonction infraliminale, qu'il faudra peut-être davantage comprendre avec d'autres études. Donc il y a plusieurs éléments qui nous paraissent intéressants, c'est-à-dire que cet éclairage ces éclairages peuvent influencer la décision du visiteur d'un point de vue rationnel, peuvent aussi influencer la construction des sens par des séquences d'expériences incarnées, que ce soit effectivement des séquences expérientielles en lien avec des sensations, des émotions. Et donc nous proposons d'appeler cela différentes fonctions de l'éclairage, cognitive, ostensive, esthétique sensible, voire également effectivement cette fonction infraliminale, qui, à notre sens, peuvent structurer un processus de médiation sensorielle lumineuse. C'est l'objet de notre dernier article qui va paraître au mois de juin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et encore une fois, je remercie les partenaires qui notamment nous ont appuyés pour cette expérience, OMAM, Zumtobel, le Musée d'Art Moderne de Paris et Jean-Jacques Esrati qui n'est pas là et voilà, d'autres acteurs. Encore merci beaucoup pour votre attention. Oui. À deux, oui. Merci Viviana. Effectivement, un angle fort différent de ce qu'on avait pu entendre jusqu'à présent. Peut-être qu'il s'adapte particulièrement sur des objets d'art ou des sources qui sont de grande dimension, comme on l'a vu, hein, avec un narratif assez fort. Et je pense que regarder une œuvre que celle de Dufy, qui est aussi grande que ça, oblige quand même à un parcours visuel majeur. Donc, vous avez sélectionné des œuvres effectivement, sur lesquelles des scénographies sont envisageables. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'à une scénographie, même sur des peintures plus modestes de taille? Aujourd'hui, on est sur des tableaux qui peut éclairer spécifiquement ou dans une ambiance. Est-ce que vous allez jusqu'à explorer, de dynamiser, alors peut-être qu'on verra tout à l'heure avec Erco, dynamiser même des présentations de tableaux de format plus réduit, par exemple? C'est des choses que vous envisagez ou vous pensez que c'est peut-être les limites de l'exercice? Merci pour cette question. C'est vrai que c'est effectivement quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire qu'on s'est davantage concentré sur l'éclairage dynamique et sur des espaces à grande dimension. Mais on peut tout à fait
émettre les hypothèses que ces mêmes fonctions puissent avoir lieu dans le cadre d'expériences plus petites face à une œuvre. C'est-à-dire que en fonction de la température des couleurs, en fonction du rendu des couleurs d'une œuvre, donc de la source qu'on choisit, on peut faire vivre différentes expériences. Et cela est surtout remarqué par de nombreux chercheurs qui travaillent sur la préférence des visiteurs en matière d'intensité, en matière de température des couleurs, en matière de IRC, etc. Donc finalement, ce sont des terrains qui ont déjà été explorés. Par contre, ce qui n'a pas été exploré, c'est la construction des sens en lien avec ces, disons, plus petites œuvres. C'est tout à fait, effectivement, je pense, intéressant à l'avenir de travailler, sachant qu'il y a certains concepteurs lumière comme Consuline à Milan, Francesco Iannone et Serena Tellini, qui travaillent sur ce qu'ils appellent le Monza Method, l'éclairage dynamique subliminal, en fonction donc d'un éclairage qui présente sur une même œuvre, différentes températures des couleurs, différents IRC, températures des couleurs, différentes directions de la lumière, donc géométrie de la lumière. Et ils ont remarqué en faisant des études scientifiques que ces éclairages vont davantage par rapport à un éclairage uni, fixe sur l'œuvre, avec une seule température des couleurs, une seule direction, etc. Cela va davantage stimuler les émotions et les sensations. Donc il y a plusieurs intuitions, plusieurs éléments qui nous disent qu'effectivement, c'est tout à fait possible pour des plus petites œuvres. Oui, donc vous avez un registre sur l'émotionnel, comportemental, avec, on l'a bien vu dans vos verbatim, les souvenirs qui ressortent, donc les référents. Donc ça, c'est intéressant, on est tous influencés par ça. Moi, je pense, effectivement, ça éveille des réflexions, on peut le dire ici. Et j'aurais souhaité peut-être, dans l'ordre, envisager de maintenant passer la parole à Laurent Escaffre, qui est architecte-ingénieur, directeur associé d'Ingélux, qui a une très grosse expérience sur les musées, à la fois en éclairage électrique, éclairage naturel, et à chercher un compromis entre la conservation des œuvres et puis des solutions muséales intéressantes. Et il n'y a pas un musée qui ressemble à un autre musée. Donc, est-ce que je peux demander à la régie de préparer la présentation de Laurent Escaffre d'Ingélux, qui doit avoir son nom dessus, j'imagine, sur le fichier, ou alors, à moins que Laurent, tu n'aies pas donné ni le nom de Laurent, ni d'Escaffre, ni d'Ingélux sur ton fichier, ce qui peut aussi arriver. Mais allô, oui. On l'a. Donc, Laurent Escaffre pourrait peut-être donner des éléments de compromis, je ne sais pas, entre ce qui vient d'être dit. Alors, disons que, effectivement, là, ce que je vais aborder, c'est plus l'écrin quand même. Dans mon métier, il y a bien sûr les expositions à éclairer, mais il y a aussi le bâtiment au départ à concevoir. Et c'est ce que, dans cette présentation, je vais un petit peu vous décrire au travers de la lumière naturelle, qui est la première des choses, le premier coup de crayon quand on conçoit un musée. Donc, au bout de plus d'un siècle aujourd'hui de déploiement de l'éclairage artificiel électrique, il est peut-être plus simple aujourd'hui pour faire un musée de faire une simple boîte blanche, opaque. Il y a d'ailleurs des musées qui ont des ouvertures, mais qui sont aujourd'hui occultées, parce qu'on n'en perçoit pas forcément les bénéfices. Donc il doit y avoir des raisons. On voit ici, par exemple, donc ça c'était au Louvre Abu Dhabi, dans l'espace d'expo temporaire, donc un espace qui fait plus de 10 mètres de haut, où je recrée une verrière, alors que effectivement cet espace est déjà pourvu d'éclairage naturel et qui sont donc occultés. Ici on est au Bayeler, donc là j'ai absolument pas travaillé. Donc en simple visiteur, j'ai pu quand même constater comme vous le lien avec l'extérieur que peut apporter une ouverture vers l'extérieur. L'illumination aussi des œuvres qu'on peut avoir, grâce ici à ce plafond un peu complexe. Puisqu'effectivement, la lumière naturelle, on y est vraiment très très bien adapté. Nos récepteurs sont exactement à l'endroit du rayonnement solaire. Donc, on a aussi un jeu aussi qui peut se faire dans l'architecture, qui ne vient pas forcément contrebalancer complètement la scénographie, qui peut être un petit peu indépendant, mais qui joue. Ici, on est dans un grand puits de lumière où on voit des traces solaires légèrement atténuées.
jouer sans que pour autant qu'on soit perturbé quand on regarde les simèses principales. Alors, forcément, quand on a une vision au départ d'un musée, ici c'est Hubert Robert pour le Louvre, on a envie d'ouverture, etc. Et puis en fait, on se rend compte qu'en vrai, on est obligé d'avoir quelques dispositifs quand même pour doser la lumière. Alors, vous voyez, je reviens au Beyeler. Ici, on est au sud, mais aussi au nord, on a des grands porte-à-faux comme ça qui protègent les baies vitrées. Et là, on peut quand même se poser la question de la balance entre ce que je vois dehors et puis, par exemple, le tableau à droite, qui est beaucoup moins éclairé, du coup, beaucoup moins lumineux, ou la petite sculpture qu'il y a devant la baie. On a aussi des phénomènes de reflets, même si ici, on a un cadre qui est équipé d'un verre anti-reflet. Hein, on voit, c'est un petit peu vert. On a des traces directes sur le sol, même sans aller sur les œuvres, sans parler de conservation préventive, on dénature aussi la balance entre l'architecture et puis l'exposition. À la fin, on arrive sur les traces solaires directes sur les œuvres, où là, évidemment, on aura des effets, notamment sur la sonographie, forcément, parce que ça vient dessiner une image, et puis aussi sur les niveaux de lumière sur les tableaux. Si une ouverture ne correspond pas à la scénographie, de toute façon, l'utilisateur va prendre ses aises, c'est-à-dire qu'il va, par exemple ici, filmer fortement les vitrages, voire même faire défiler une simèse devant, puisque de toute façon, on n'a jamais assez de mètres linéaires pour exposer les œuvres. Alors, la lumière naturelle, elle est très variable. D'un jour à l'autre, vous voyez, en décembre, ici, on a d'un jour à l'autre des niveaux complètement différents. On a des variations aussi avec la saison. Ici, vous pouvez regarder la différence entre décembre et juin. Et on a même des variations d'une heure à l'autre. Donc c'est extrêmement variable. Donc effectivement, il faut que le bâtiment puisse s'adapter à ça. Soit on réduit suffisamment les apports pour qu'ils soient négligeables, et donc on accepte les variations, soit c'est le bâtiment qui s'adapte en temps réel. Donc la lumière change en teinte, en directionnalité de la lumière, et en niveau de lumière. Heureusement, on a des outils pour dimensionner, puis pour vérifier. Alors, avant, on avait les maquettes. Donc, on voit bien avant. On parle d'il y a 20 ans à peu près. Ensuite, il y a eu l'arrivée des simulations numériques. Là, on parle de 2002. Et puis, on a continué à travailler. Ici, on est en 2017. Toujours ces simulations numériques naturelles. Donc on progresse sur plein de choses, sur la modélisation, sur les matériaux. Alors je voulais aussi faire référence à quelque chose de vraiment très important. Il faut d'abord savoir quel est le gisement de lumière naturelle que l'on a sur son site. Et je voulais vous indiquer le site internet Satellite, où vraiment vous pouvez trouver toutes les indications sur la météo locale où vous allez construire ou où vous avez déjà un bâtiment. Vous allez avoir des cartes, par exemple, de doses journalières. Ici, on voit, par exemple, que les 600 kilolux/heure dont parlait Claire tout à l'heure, on peut l'avoir en une journée en certains points de cette carte, dehors, évidemment. La lumière diffuse, beaucoup plus répartie sur l'Europe. Donc là, elle est intéressante, celle-ci, puisqu'elle n'est pas directionnelle. Beaucoup plus simple à utiliser dans les musées. Donc la fréquence des ciels dégagés, évidemment, on n'est pas tous égaux. Et sur ce site, vous allez trouver aussi également la course solaire et donc la manière, le type de ciel du moment, la position du soleil et même des niveaux de lumière suivant le mois et les heures de la journée. Donc je ferme cette parenthèse, mais c'est vraiment un site très très intéressant pour bien commencer. Ensuite, quand on sélectionne la lumière qui nous intéresse, ça peut être la lumière diffuse, comme ici avec des caillebotis. En fait, on va sélectionner ici la lumière bleue d'un ciel bleu. Donc la lumière va être bleutée. Elle va être très très différente de peut-être de l'éclairage artificiel qui va être dessous, qui ne va pas forcément être adaptatif. On voit d'ailleurs à droite ici le soleil qui apparaît presque jaune, alors qu'on sait que le soleil il est loin d'être jaune dans les faits. Ici j'ai les trois spectres. En bas, le spectre du ciel bleu. Vous voyez qu'il est bleu, il est à 10 000 Kelvin. Donc c'est vraiment très très froid. Et puis vous avez le soleil seul en jaune ici, à 5300 Kelvin ce jour-là, et la somme des deux. Souvent, j'ai la remarque que le ciel gris est froid. Or, en fait, le ciel gris, il mixe la lumière du soleil et du ciel bleu, et donc il est beaucoup moins froid que si on sélectionne la lumière diffuse de la voûte céleste.
Donc un ciel gris est intéressant pour la lumière naturelle également. Et donc l'important c'est de mixer. Le soleil, j'ai dit que les nuages mixaient, mais le bâtiment doit savoir mixer cette lumière naturelle. Donc ici au Bayeler, vous voyez que les shades ils sont diffusants. Vous voyez en dessous, ici on est au Petit Palais, des multicouches de diffusion pour obtenir la galerie que vous avez à droite. Alors, tout au bout de la chaîne, il y a les matériaux. Claire en a parlé tout à l'heure. Donc, on a des boîtes pour faire vieillir de manière accélérée les différents pigments, on va dire. Ce qui est important, c'est qu'il y a des niveaux, mais il y a aussi des spectres. Donc, les matériaux accepteront beaucoup moins la lumière naturelle, enfin, vont se dégrader beaucoup plus vite, puisqu'ils sont beaucoup plus riches dans le bleu, etc., que l'éclairage artificiel. Donc quand on fait vieillir ces matériaux, au lieu de prendre quelque chose de normalisé, peut-être avec du xénon, il faut vraiment regarder le spectre auquel ils vont être exposés. C'est fondamental. Donc ici, on voit l'évolution que l'on obtient au bout des kiloluxeurs pour arriver à des choses où on voit que les jaunes ont vraiment pâli, alors que d'autres ont bien tenu. Donc ça, on peut le faire également sur le tissu. Aussi en calculant les doses de lumière naturelle qu'il y aura à cet endroit en lumière naturelle et puis aussi en lumière artificielle, et combiner donc les deux, l'analyse accélérée de pâlissement avec le lieu réel. Ça peut aussi se faire à l'échelle d'un musée entier, avec des cartographies dont parlait Claire tout à l'heure, sur le musée de Chantilly. Là, on est à la Fondation Louis Vuitton. On peut même donc diviser en deux, si jamais il y a deux périodes d'exposition, l'exposition hivernale et estivale. Qu'est-ce qu'on observe ici? Bien, on a un puits de lumière où il n'y a pas d'éclairage direct sur les 6 messes principales, ce qui est assez intéressant. Alors ensuite, il ne faut pas hésiter à vérifier. Il y a beaucoup d'outils de vérification. Tout à l'heure, Claire montrait un outil qui permet de faire un enregistrement sur le temps d'un certain nombre de données, comme les UV, l'éclairement, etc. Alors le problème de ce dispositif, c'est qu'il n'est pas sur l'œuvre, évidemment. Donc il n'est pas forcément représentatif. Or, on sait très bien qu'on peut très bien mettre de l'éclairage d'accentuation sur une œuvre et que donc si on est à côté, on a loupé la moitié de l'information. On a un deuxième outil que je trouve très très intéressant pour vérifier, c'est les caméras, puisque d'un seul coup on embrasse toute la scène avec plusieurs tableaux. On peut savoir donc en permanence ce qui arrive comme lumière sur les tableaux. Alors maintenant je vais vous parler de quelques expériences sur lesquelles j'ai travaillé aussi, avec, je trouve, des bons résultats en lumière naturelle. Ici, donc, on a Erstein, où on voit donc ces salles éclairées naturellement de haut en bas, avec une belle uniformité. Et vous voyez qu'au plafond, il n'y a quasiment plus d'éclairage artificiel, enfin plus de spots, qui servent juste à l'accentuation. Donc vous voyez que la lumière naturelle est collectée en haut, puis rediffusée avec des angles pour se répartir ensuite sur les 6 messes. Pour faire cela, il y a des études sur les reflets, comme à gauche, et puis des études de proportion de la salle. Très important, par exemple, quand j'ai travaillé sur le musée des Beaux-Arts de Marseille, en bas, les proportions sont beaucoup plus hautes, donc la lumière naturelle ici est croisée, avec des diffusions qui sont autres pour pouvoir atteindre jusqu'en bas les 6 messes. Voilà, ça c'était un petit détail du musée Wurth à Erstein. Donc c'est un bâtiment qui s'adapte en temps réel. Et ce qui est bien, c'est que l'adaptation n'est pas visible. Parce que ça, c'est très perturbant pour la scénographie. Un bâtiment qui s'adapte en permanence avec des choses en mouvement. Donc là, on a des simples stores qui sont verticaux et horizontaux en dehors de toute perception. Alors on pose aussi souvent la question, la lumière naturelle, oui, mais bon, pas avec les œuvres particulièrement sensibles. Alors ici, on est revenu au Louvre Abu Dhabi, à la fin de l'exposition d'ouverture, exposition temporaire. On a à droite donc des photographies à 50 lux, on va dire. Et en face, on a cette baie vitrée avec le soleil couchant, le reflet sur la mer, tout ce qu'il faut. Et pourtant, on l'a fait, ça a fonctionné. Si on n'a pas d'autres références dans la salle,
on ne comprend pas que cette vitre est là, un pouillème de % de transmission. Et on voit très bien dehors. Pourquoi? Parce qu'on a été adapté avant d'arriver à cet endroit. La lumière naturelle est possible pour vraiment plein d'œuvres sensibles. Il y a à droite, ici, on a des photographies où on a un puits de lumière qui permet d'amener une première base de lumière, voilà, 50 lux. À gauche, on a un dispositif qui permet de séparer la partie circulation de la partie où il y a les objets. Donc là, c'est pareil, il faut quand même traiter la partie à la lumière naturelle pour ne pas s'adapter à des hauts niveaux et des températures de couleur trop hautes. Ensuite, donc, on voit qu'on est capable d'amener cette lumière naturelle sans perturber. Ici à gauche, un grand puits de lumière, puis à droite, le musée Bayeler où il y avait ces shades diffusant plus des lames en dessous pour arriver à contrôler ces lumières. Vous voyez quand même les dispositifs sont très lourds pour y arriver. Alors il y a un sujet aussi toile que j'ai vu, vraiment très courant. Alors avec deux choses du genre, oui le blanc c'est neutre, c'est bien. Je veux arrêter le soleil et puis j'aimerais voir dehors aussi. Et donc des choses qui ne sont pas si simples. Déjà le blanc, la lumière du soleil dessus devient éblouissant par rapport aux cimaises à côté, c'est hors de... c'est extrêmement lumineux. Donc le blanc, pour moi, est plutôt à bannir. Savoir qu'un gris, illuminé par derrière avec de la lumière naturelle, devient blanc, en fait, visuellement. Et en plus, il pourra gérer des niveaux de lumière beaucoup mieux que le blanc qui va laisser passer beaucoup plus de lumière. Et donc, vous n'aurez pas à le baisser tout le temps. Donc ici, on est au musée du Beaux-Arts de Marseille en haut, c'est un petit gris. Ça marche très bien. Un petit clin d'œil ici, une architecture qui est quand même pas nouvelle, et justement où l'éclairage artificiel est peut-être moins développé qu'aujourd'hui, mais grâce à cette architecture, on voit le travail qu'il y a eu de diffusion de la lumière en profondeur, très intéressante. Et voilà pour finir, dans les choses que j'ai pu faire aussi. Ici on est à Arles, donc un joli soleil, musée Van Gogh. Donc forcément une bonne référence. On voit des shades qui sont entre deux verres, on a mis des micro-lamelles pour éviter que le soleil puisse rentrer, ce qui donne à l'intérieur, vous voyez en dessous, une atmosphère qui marche en lumière naturelle. Et puis à l'entrée, on a fait un petit peu ce feu d'artifice de couleur, qui est la réflexion et la transmission dans des verres dichroïques du soleil. Voilà, une évocation à Van Gogh et aux couleurs. Voilà. J'espère que j'ai 10 minutes. Merci Laurent Escafre d'Ingélux. Impressionnant de voir la variété quand même de ces musées. Hein. C'est ce qui ressort beaucoup de... c'est pas un domaine avec la solution. Hein. C'est qu'il y a des solutions. Expression. Donc on a noté une forte ingénierie de départ, si j'ai bien compris, en design, hein, c'est-à-dire que ce soit du numérique, des données climatiques. Et ça me rappelle une question que j'avais avec Claire aussi, c'est qu'en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de comment on fait pour ne pas se construire un monde qui est faux? C'est-à-dire qu'il faut vérifier. C'est-à-dire que les concepts, à tous les deux, on les comprend bien. Il y a des exigences de performance, finalement. Et il faut quand même s'assurer qu'on est quand même dans les clous à la fin. Sachant que, semble-t-il, qu'il est difficile pour un conservateur souvent de vérifier les méga-luxeurs ou les kilo-luxeurs, les niveaux de lumière, des choses comme ça. Et puis en plus, il y a les saisons, il y a tout un paquet de choses qui évoluent. Et donc, comment ça fonctionne? Ingélux, vous écrivez des documents, c'est des sortes de garanties de performance. Il y a à la fois l'assistance à l'architecte pour le design, si j'ai bien compris, hein, de dimensionnement, avec les outils. Et à la fin, je ne sais pas s'il y a une garantie comme Claire peut le mettre sur des documents, peut-être pour des expositions. Il y a l'architecte ou le client, il a un document qui lui dit que ça va quand même marcher dans une certaine gamme. Comment ça fonctionne? Alors, déjà, la première chose, quand on parle de lumière naturelle, c'est des choses qui se règlent au premier coup de crayon. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on doit être avec l'architecte dès le début. Autrement, c'est clair, ça va être très très difficile ensuite pour la maîtriser. Il faut que la lumière naturelle dans les musées soit dessinée à dessin, c'est-à-dire pour faire la flexibilité demandée pour les scénographies à l'intérieur. C'est vraiment très nécessaire d'être là dès le début.
il faut qu'on ait la confiance. Et je remercie à ce sujet les architectes qui ont bien voulu me suivre juste au début, justement, là où c'est le moment pour eux de création. Le musée Wurth, par exemple, on l'a vraiment co-dessiné, la coupe, justement pour qu'il fonctionne. Autrement, on aurait des proportions qui ne fonctionneraient pas. Ensuite, on doit se confronter à la réalité. On doit forcément prévoir, puisque le projet c'est prévoir, donc on doit avoir tous les outils pour prévoir, donc les outils de simulation, etc. C'est très important, mais ils sont basés eux-mêmes sur des mesures de transmission de vitrage, la manière dont la lumière se réfléchit des matériaux. Donc en fait, on est au plus près du réel le plus longtemps possible avec des diagnostics de lieux comparables. Par exemple, le Louvre-Lens qu'on voit ici, je n'ai pas travaillé dedans, mais je l'ai diagnostiqué complètement pour savoir comment il fonctionnait. Donc c'est une base pour se confronter à la réalité tout le long du projet. Et à chaque fois, il y a des validations pour vérifier que ce qu'on a fait fonctionne. Et à la fin, on a aussi du matériel pour vérifier. Je parlais des caméras. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui pourrait s'étendre plus, puisqu'en fait, avec une simple caméra, on peut quand même vérifier tout ce qui se passe dans une salle. Donc, les outils de simulation ont progressé. On l'a vu sur des images, hein, c'est flagrant. Vous faites c'est du photoréalisme pratiquement maintenant, en plus calibré, en flux. Et en matière de diagnostic sur le terrain ou dans le musée, il y a des petits appareils de vérification, de mesure, localisés, ou si j'ai bien compris, avec des optiques plus ou moins larges, c'est ça? Donc ça, on peut les mettre, ça peut jouer des sortes de garanties pour les conservateurs, les directeurs de musée, pour éventuellement des warnings, pour dire attention, on est déjà aux 300 000 le Luxor, ou je ne sais pas quoi, on peut imaginer des éléments cumulatifs, c'est ça, on a des sondes de cumulation. Oui, et surtout que le bâtiment il va être utilisé d'une certaine manière que l'on ne pourra pas forcément complètement prévoir au départ. Donc il est nécessaire de toute façon d'avoir ce suivi ensuite. Ça, c'est vraiment très clair. Ça paraît difficile. Oui, allez-y, Claire. Je veux juste rappeler qu'un musée, c'est aussi une équipe. Il y a des gens dont c'est la charge, la responsabilité de s'occuper du suivi de tout ça. Il y a des régisseurs, il y a des conservateurs, il y a des restaurateurs, enfin, il y a des responsables du bâtiment. Enfin, concevoir des musées qui à la fois offrent des expériences intéressantes pour les visiteurs et qui conservent les œuvres, c'est un travail d'équipe. Hein, et je pense que c'est très important de souligner ça. Bien. J'espère qu'on est en phase, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un monde qui n'existe pas. C'est un monde qui existe, où les gens prennent leurs responsabilités. Parce que moi, j'ai travaillé comme un certain nombre de musées, et j'ai eu des conservateurs qui avaient l'air de plutôt pousser pour un peu plus de lumière, plus de dynamique, en mettant un peu la pédale plus douce sur la conservation. Parce que c'est vrai que c'était un peu gênant d'avoir un musée un peu trop sombre, ou des choses comme ça. On rencontre ça. Je pense qu'on rencontre. Donc il y a quand même des arbitrages. Alors il y a plein de personnes ici, des experts qui sont là pour discuter. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les prêts. C'est-à-dire que si un musée prête une œuvre à un autre musée, il veut le savoir, il veut une garantie sur le fait que la conservation préventive sera bien tenue. Et là, des dispositifs de vérification peuvent s'avérer utiles. Là, on parlait du Munch, mais je sais qu'il y a un dispositif qui est inclus dans le cadre du Munch qui permet de vérifier ce qui se passe en permanence sur le cadre. Très bien. Merci Laurent Escaffre d'Ingelux pour ouvrir un petit peu le champ. Nous avons ensuite un représentant d'une entreprise qui s'appelle Erco. Hubert Piel a travaillé depuis 30 ans, si j'ai bien compris, dans les musées. Donc, il sait ce que c'est qu'éclairer et il trouve des solutions. Il a des produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2022. Et donc, j'aimerais beaucoup savoir un peu le point de vue de Hubert par rapport à ce qui vient d'être dit, hein, de voir est-ce que les choses évoluent, comme l'ingénierie évolue, est-ce que les techniques d'éclairage évoluent, est-ce qu'on peut faire des éclairages, à la fois des scénarios et des solutions différentes. Voilà, donc on t'écoute. Allô. Donc ma présentation, moi en tant que fabricant, elle vise un petit peu à ouvrir une sorte de proposition de boîte à outils pour que finalement l'expérience muséale soit la
plus intéressante possible, et que si possible, c'est le titre de cette diapo, qu'on puisse aplanir les barrières pour que finalement tous les publics puissent en profiter. On a commencé cette présentation avec Claire qui a parlé de conservation. On cherche évidemment aussi à répondre à ces impératifs vitaux de conservation dans les musées. On part d'une période où les statistiques n'étaient pas très élogieuses en termes de visites de musées. Donc on va essayer de se dire que cette étape est derrière nous et qu'on va vers des chiffres plus intéressants. Donc bien sûr, pour qu'il y ait une œuvre, pour qu'elle soit perçue, il faut de la lumière. Et c'est souvent en termes de quantité et de qualité que l'expérience muséale est la meilleure. Donc il faut trouver des solutions par rapport à ce besoin de perception et ces impératifs de conservation. Donc bien sûr, dans un musée, on vise tous les publics. Il y a les gens plus jeunes. On va dire que pour ce public, les choses sont assez simples. On va s'intéresser peut-être à l'autre public, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, nous vieillissons et ça ne va pas être de plus en plus simple de profiter des œuvres dans un musée. Et donc c'est un petit peu autour de ce sujet qu'on va regarder des propositions. La population, là, dans cette époque que nous vivons, là, entre 2000 et 2025, le pourcentage des gens âgés de plus de 65 ans va doubler. Donc ça, c'est plutôt une statistique mondiale. En France, ce n'est pas tout à fait autant. On est plutôt, on va passer de 15% à 25% environ. Mais bon, la tendance, elle est la même partout, comme le montre ce graphique. En même temps que ça, bien évidemment, notre acuité, notre faculté à voir les œuvres va forcément bien décroître. Et c'est autour de ça qu'il faut essayer de compenser ces besoins que nous avons en quantité et en qualité de lumière qui vont nous permettre, malgré tout, de bien profiter des œuvres qui sont exposées. Donc à la base, bien sûr, ce sont des phénomènes contre lesquels on ne peut pas grand-chose, qui font que notre cristallin va être de plus en plus opaque et qui va finalement nous priver de cette faculté que nous avons à 25, à 30 ans. Et pour autant, bien sûr, regardez quels sont les impératifs de conservation. Voilà, trouver un compromis entre ces deux impératifs qui sont paradoxaux finalement. On retrouve la classification des œuvres que Claire a montrée au début. Donc à gauche, les matériaux qui sont absolument insensibles à la lumière, et plus on va vers la droite, plus les matériaux, la nature des œuvres, des revêtements qu'on va y apporter font que les œuvres sont très réactives à la lumière. Moi, sur mon tableau, il n'y a pas les chiffres, mais donc pas de limite à gauche en termes de quantité d'exposition, lux multiplié par heure. La deuxième, on est à 600 000. On divise par 4, je crois, 150 000. Et tout à droite, on est à 15 000. Donc il y a des écarts vraiment très importants en termes de valeur d'exposition. Pour compenser ces limites, il y a des stratégies que l'on peut mettre en œuvre. Donc là, on est dans l'exemple d'un cyanotype qui est une sorte de photographie sur du verre qui, au XIXe siècle, était quelque chose de très sensible. Donc là, la valeur est de 15 000 heures lux. Comment respecter cette limite? Donc plusieurs méthodes. La première, on va chercher plutôt la durée d'exposition. Donc fatalement, on va réduire la quantité de lumière. 50 lux pendant 300 heures, ça nous donne 38 jours si on se limite à 8 heures par jour. Si on veut privilégier la quantité de lumière, on va augmenter bien sûr l'éclairement et on va diviser d'autant la quantité de jours. Donc là, on n'est plus que sur 4 fois moins
9 jours. Mais il y a une autre possibilité, c'est de faire intervenir des technologies qui vont nous donner une sorte d'automatisation du système d'éclairage. Et là, 50 lux pour 900 heures, avec un dispositif automatique, va nous augmenter par 4, multiplier par 4 le nombre de jours d'exposition. Et donc, plus de jours d'expo, c'est plus de visiteurs. Et c'est ce que, bien entendu, tous les musées souhaitent pour faire bénéficier les visiteurs des œuvres. Maintenant, on va parler un petit peu de la qualité de la lumière, parce que finalement, il n'y a pas, je pense que tout le monde en est d'accord, il n'y a pas une seule source lumineuse qui peut être qualifiée de bonne source de lumière. Cet artiste, Beaufort de Lanay, est-ce qu'il aurait aimé que son œuvre soit éclairée comme ça? Ou bien plutôt comme ça, en cherchant à souligner peut-être des petits détails qui sont plutôt dans une source froide, ou plutôt la rendre un petit peu plus brillante, un peu plus éclatante. Voilà, finalement, qu'est-ce qui est intéressant? C'est de proposer le choix, proposer une boîte à outils dans laquelle on va trouver différentes températures de couleurs, différents indices de rendu des couleurs, pour que, au final, ce soit quelque chose de librement décidé après une expérimentation. Nous vivons actuellement, même si c'est largement entamé, une époque de transition des sources analogiques vers le numérique. C'est une opportunité finalement de faire bénéficier des collections d'une technique d'éclairage beaucoup plus enrichie pour que finalement on puisse choisir quelle est la source la plus appropriée à la collection qui est présente dans le musée. L'autre possibilité que nous offrent les produits d'éclairage à l'heure actuelle, donc la plupart du temps, bien évidemment, des sources LED, des sources très disponibles à la technologie, des sources qui sont très réactives, que l'on peut facilement varier, allumer, éteindre. On fait vraiment ce que l'on veut, c'est très réactif. Et en même temps, la technologie de gestion des installations d'éclairage nous permet de rendre tout ça très docile, très réactif, automatique, créer des scénarios, quelque chose qui accompagne les heures de la journée, la fréquentation des visiteurs, quelque chose d'événementiel. On peut vraiment tout faire avec ça. Sans savoir que Claire avait parlé du cri, j'ai mis mon petit cri moi aussi, mais interprété d'une façon un petit peu geek. Le cri à l'heure actuelle, il est dans un musée d'Oslo qui est éclairé en Airco. Voilà, c'est pour ça que j'avais prévu cette petite représentation. Voilà, donc cette diapo s'est un petit peu repositionnée, et je m'en excuse. Voilà, un même tableau virtuel, entre guillemets, représenté avec différentes sources, pour montrer que finalement, suivant ce qu'on recherche, on a le choix dans une boîte à outils très riche pour pouvoir trouver la source qui nous correspond le mieux. Finalement, nous, on est là pour être le consultant des consultants. C'est vous, les clients, qui décidez quelle est la réponse qui est la plus adaptée à vos souhaits, à votre perception. Ce tableau de Monet, quand il est très bien éclairé, il est finalement assez facile à observer. Mais la réalité, dans le temps, après dans une salle d'un musée, ça va être un éclairement pour les impératifs de conservation qui va plutôt ressembler à ça. Et finalement, on a un petit peu perdu les petits rayons du soleil le matin. Comment pouvons-nous faire pour rendre malgré tout l'œuvre perceptible et être en respect des impératifs de conservation? Il y a une possibilité avec les sources modernes, par exemple des projecteurs qui feraient intervenir une technologie rouge, vert, bleu, blanc, avec un système facilement pilotable. Eh bien, c'est de rajouter finalement à une lumière qui serait assez neutre,
de forcer un petit peu sur les teintes chaudes, sans dépasser la quantité d'éclairement qui est autorisée, faire malgré tout ressortir voilà, ce petit rayon lumineux du matin. Voilà, donc finalement, la conclusion de tout ça, c'est que le meilleur discours qu'on peut avoir avec vous, c'est qu'il faut collaborer. Comme disait Laurent, il faut parler beaucoup avant pour que finalement on puisse trouver ensemble les réponses les plus appropriées à vos besoins. On s'adresse à un public qui a peut-être plus de contraintes que d'autres. Donc il est important de penser tout le temps confort visuel, limiter les contrastes, conserver, bien sûr, et faire intervenir les systèmes les plus technologiques qui nous permettent d'automatiser tout ça pour créer les bons scénarios pour la bonne expérience muséale. Merci. Merci, Hubert. Je retiens quand même une évolution quand même assez intéressante. On a eu des narratifs très forts. Hein. Viviana nous a montré qu'une action majeure dans la présentation. On voit que les entreprises ont des outils maintenant qui permettent de faire énormément de choses. Et je note deux mots-clés dans la présentation d'Hubert, qui est l'expérimentation, d'une part, c'est-à-dire c'est une invitation à travailler ensemble, et puis d'explorer et de donner un peu le pouvoir aux équipes qui connaissent ces tableaux, de peut-être envisager des manières peut-être un peu originales, innovantes, d'augmenter l'intérêt, c'est ça? Est-ce que c'est une vision commerciale de la société ERCO ou est-ce que c'est quelque chose qui effectivement est observable? Moi, je n'ai que la vision ici de notre marché ici parisien, mais cette présentation a été conçue par le responsable de l'activité culture chez nous, chez ERCO, et ça répond réellement à une demande qu'on peut observer dans tous les pays où nous sommes présents. Et finalement, à nouveau, nous sommes les consultants des consultants et nous sommes là pour répondre à des demandes qui sont vraiment issues de nos clients, des galeries, des musées dans lesquels nous intervenons. Merci. Je voudrais juste terminer, parce que vous avez été patient jusqu'à là, par une petite présentation de ma part qui rebondit sur l'expérimentation, mais on va plutôt parler de couleurs. Si je peux avoir... Ah bah oui, c'est moi ça. Et donc, je vous parlais un petit peu, donc j'ai travaillé moi-même depuis un certain nombre d'années sur la mise en couleur, l'éclairage et le travail sur la couleur, mais pas seulement dans les musées, mais beaucoup dans les musées. Et on est en train d'ouvrir à Lyon un laboratoire de couleurs particulièrement adapté au musée. Ce que je faisais avant, quand j'étais au CNRS, on travaillait beaucoup sur les notions de fidélité d'un côté et d'attractivité. Hein. C'est-à-dire, on est dans le compromis. Une œuvre d'art, on veut tous, si possible, la présenter fidèlement aux visiteurs. Mais ça veut dire quoi, fidèlement? La fidélité en lumière, c'est très difficile. Est-ce que c'est par un temps gris, par un temps ensoleillé? Est-ce que c'est en hiver? Dans quelles conditions? Donc, la fidélité, elle est définie par des normes, mais présenter quelque chose fidèlement peut aussi le rendre banal et peu intéressant. Aujourd'hui, dans le domaine commercial, dans le domaine des magasins, on sait très bien que pour relever l'intérêt d'un produit, eh bien, il y a des couleurs chatoyantes, des spectres meilleurs. Je ne veux pas le dessin sur les boulangeries, les pâtisseries, ça va de soi, sur les produits frais, sur tout un ensemble, sur des poissons. Bon, il y a des tas de techniques pour rendre ceci plus attrayant. Et on peut se poser la question de dire, mais on peut aussi se poser la question de rendre plus attrayant des œuvres d'art. Hein, et c'est légitime, puisqu'on est sur l'expérience muséale. Donc, il peut y avoir la dynamique, etc. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de tests comme ça pendant des années. On faisait des comparaisons sur des tas de produits. On faisait passer des gens et on testait. Alors, c'est vrai qu'avec les LED, on peut faire des mélanges divers, ce qui est assez intéressant. Et j'avais appliqué ça pour la Joconde sur 2 lampes. Hein, la première en 2002, la deuxième en 2013. La première, on utilisait 7 LED avec un système de mélange de couleurs fibre optique fait avec un ami de Moscou. Et puis 2013, on a refait ça avec 32 LED, avec beaucoup plus de couleurs. Mais l'objectif ici, c'était, on a fait un ensemble de tests, mais l'objectif n'était pas
de dire on va vous mettre la meilleure lumière possible sur la Joconde, mais de faire un outil qui permet de le faire. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme la présentation d'Hubert, c'est qu'on a donné au conservateur un outil avec une tablette graphique, avec tout un ensemble de choses pour se déplacer avec le doigt. Alors sur cette courbe-là, donc je n'ai pas tracé la courbe de Planck, la courbe des températures de couleur, mais ça permettait au conservateur de choisir sa température de couleur de la petite lampe au pied de la Joconde, mais aussi de compenser visuellement l'effet coloré du super vitrage de protection et également le mélange de lumière avec la lumière du comble qui est en tube fluorescent au-dessus. Et donc, je fais assez confiance aux conservateurs qui connaissent les tableaux pour aller retrouver la bonne lumière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire et que je trouve que c'est donner le pouvoir aux conservateurs d'ajuster par eux-mêmes ça. Alors nous, on travaille sur des sujets qui sont très différents, hein, des cockpits d'avions, de voitures, des hôtels, des restaurants, des présentations de vêtements, de magasins, pour les problèmes de cosmétiques, sur les problèmes de rendu de visage. C'est finalement les mêmes techniques. Et on a conçu donc ce labo en France, à Lyon, qui est le plus sophistiqué au monde à l'heure actuelle, pour répondre à toutes ces questions actuelles et qui est disponible bien sûr aux conservateurs. Mais en muséo, comme ailleurs, l'idée c'est de créer de l'expérimentation. Ce que vient de dire Hubert, c'est expérimenter, expérimenter. Oui, il faut expérimenter, se mettre devant un tableau et puis regarder ce que ça donne. Et donc, on a conçu tout un laboratoire là, qui va être inauguré bientôt, avec une partie qui est dans le coin en haut à droite, qui est un ensemble de salles. Alors, je passe sur des salles expérimentales. Voilà, on est plutôt, si on revient sur la muséo, on est plutôt sur ces deux salles, qui sont des salles jumelles, éclairées à gauche et à droite, en plafond diffusant, et on a un mur entièrement diffusant qu'on peut cacher partiellement. On recrée des espaces et on peut mettre des objets, des peintures, tout ce que l'on veut à gauche et à droite, et faire varier les teintes. Alors on a 42 canaux, donc c'est-à-dire que c'est assez monstrueux. On a des tas de nuances de rouge, des tas de nuances de bleu, des tas de nuances de vert. On fait ces mélanges, on fait de la cuisine ou on fait de la musique, comme vous voulez. Hein, on est dans la création artistique, si vous voulez. On pilote ça en DMX et on peut explorer, comparer avec un ensemble de conservateurs, de clients, le rendu d'un objet, d'un tableau, etc. Donc c'est une expérimentation pour aller trouver la lumière qui va exprimer ce qu'on attend d'une œuvre. Donc on n'est pas dans la fidélité banale à une lumière naturelle de référence, mais à quelque chose de co-conçu ensemble. Donc l'idée c'est de chercher la teinte et une fois qu'on l'a, on la note, on a un spectrophotomètre et ensuite on va faire ces emplettes, ces courses pour aller trouver le mélange et la teinte qui correspond le mieux à ça. Donc ça, c'est la proposition. Nous avons prévu de faire une séance avec des conservateurs à l'automne, avec un certain nombre de tableaux, pour ensemble regarder un petit peu ce qui se passe en jouant sur ces teintes. Et je sais par expérience que des petites fluctuations, ce qu'on appelle le gamut, hein, les coordonnées chromatiques, à côté de la courbe de neutralité, permet de faire ressortir, de voir le tableau sous des angles un peu différents, de faire raconter notre histoire. Donc, le principe, c'est de trouver les bons spectres, mélanger les 42 couleurs, jusqu'à obtenir le mélange que l'on souhaite par des méthodes comparatives. Et on est à l'échelle 1, on a l'objet définitif à l'intérieur. Donc, on travaille également sur les matériaux, mais ça, je ne vais pas aller dans le détail, parce qu'on a un labo à côté sur le sujet. Et on met à disposition, ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser, en location, des appareils de mesure très sophistiqués pour aller mesurer sur la lumière qui tombe sur des tableaux, la couleur, tout un ensemble de choses, des mesures spectrales qui peuvent servir dans certains cas. Bon, on a un étage d'innovation. Juste pour... ça c'est ma conclusion, pour dire on va lancer une campagne d'expérience collective sur la couleur, entre autres en muséographie. Donc on invite ceux qui veulent participer. Donc on va essayer de réunir des panels de conservateurs. On a discuté avec le CITEM pour essayer d'organiser ça à l'automne et faire ces expériences. Donc sur des sujets spécifiques, sur des types de tableaux spécifiques, des types de peintures spécifiques, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, vous serez bienvenus. Donc on vous invite
à nous contacter si ça vous intéresse, où on va essayer de monter ce genre d'événement avec le CITEM et toutes les entreprises qui le souhaitent. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Est-ce que vous voulez peut-être intervenir, peut-être des remarques globales? Oui. Je trouve ça évidemment très intéressant de faire varier les couleurs. Il y a certainement un problème sur lequel vous allez vous heurter, c'est la question du rendu des couleurs des restaurations. Parce que toutes les restaurations tendent à retrouver une couleur qui est proche de l'original, mais qui évidemment est factice, et elle est rendue par une lumière particulière. Si vous faites varier la lumière, elle se verra, la retouche se verra. Donc il va falloir, je vous préviens à l'avance, toute une stratégie pour que les restaurateurs utilisent les mêmes mélanges de couleurs pour faire leur retouche. Oui. Bon, merci de cette remarque. On sait qu'on rentre sur un territoire il va falloir trouver des compromis. Hein. On ne fait que faire des compromis aujourd'hui. Hein. Et alors, ces compromis, est-ce qu'il faut se voiler la face, ne pas les voir, ou au contraire les montrer? Ça, c'est des choses intéressantes, mais je trouve qu'il y a quand même, grâce à l'éclairage, grâce aux nouvelles technologies, une capacité assez incroyable à raconter des histoires, hein, à améliorer l'expérience muséale potentiellement, à présenter les œuvres sous un regard nouveau. Et on est avec des artistes qui ont beaucoup d'idées aussi de faire des tableaux qui racontent des histoires différentes selon les spectres qu'on leur envoie dessus. Donc je connais des peintres qui sont... Oui, des remarques peut-être là-dessus, non? Excusez-moi, je ne vous entends pas du tout. Voilà, tout à fait. On change, mais des artistes contemporains peuvent utiliser justement ce changement de spectre en tant que technique créative. Je connais certains qui ont fait ça, qui ont fait des tableaux en déplaçant la source, et qu'en déplaçant la source, le tableau se voit de façon différente. Ils ont conçu le tableau comme ça. Ils peuvent aussi le concevoir pour qu'en changeant le spectre, eh bien, le tableau raconte une autre histoire. Je parle de création cette fois-ci, hein, on est bien d'accord. Ce qui a été relevé par Claire, c'est le danger. Bon, il y a des dangers, mais le vrai sujet, c'est quoi la fidélité, hein, c'est ça, quoi. Est-ce qu'on doit toujours, comme on l'entend, retrouver la lumière qui était utilisée par le peintre dans la journée, etc. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on est sûr qu'on la connaît? Est-ce que c'est ça le meilleur moyen de voir le tableau ou pas? Donc ça reste toujours des questions ouvertes. Hein, on est bien d'accord. Bien. Écoutez, il reste à vous remercier pour votre patience. Je pense que vous avez eu les noms des intervenants, hein, vous savez où on est tous, moyen de les joindre après, j'imagine, quand ils sont disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci en tout cas et bonne fin de salon.